Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, suite de nos post-mortem. Après avoir terminé le second tour par les Sixers, on entame aujourd'hui les finales de conférence avec un gros morceau. Pour ma première officielle à la présentation, je suis accompagné de la crème du podcast. Tout d'abord, celui qui fait aussi bien des lives à minuit, des enregistrements à 8h du matin ou comme aujourd'hui en fin d'après-midi, un véritable two-way player comme Anthony Davis, c'est Gabin. Comment ça va, Gabin? Ça va très bien, même si c'est vrai que le podcast va commencer à m'épuiser si on continue à des horaires indécentes comme celle-là. Et pour préciser, ils ont tourné un épisode à 7 heures du matin ce matin. Ça devient n'importe quoi. Et j'en Mais étais. on survit, on survit. Très bien. Et donc, pour compléter l'équipe aujourd'hui, celui avec qui je n'ai plus enregistré depuis l'épisode hors série de Noël. Et avant ça, c'était les previews de début de saison. Mais c'est un taulier de Dunk Hebdo capable d'activer le bouton on en playoff comme LeBron. J'ai nommé Madiane. Comment ça va, Madiane? Bah ça va, quel honneur. Bah ouais, on n'a pas beaucoup enregistré, mais effectivement, mes petites visites en Asie n'ont clairement pas aidé sur la fin de saison. Mais là, les playoffs sont plutôt de bonne facture et nous donnent de la matière à faire des épisodes. C'est clair, avec en plus tous ces post-mortem qui ont permis d'avoir un nombre de contenus incroyable pendant ce mois de mai. On va essayer de continuer à vous fournir le meilleur contenu possible pendant ce mois de juin. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner par mes comparaisons, nous allons parler des Los Angeles Lakers. Mais avant ça, on vous rappelle de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un petit commentaire. On est aussi sur YouTube si vous voulez voir nos tronches. Et vous pouvez retrouver toute l'équipe sur Twitter pour poursuivre le débat. Les Lakers, cette saison, c'est 43 victoires pour 39 défaites. 20e attaque et 11e défense. Ils ont éliminé les Wolves lors du play-in, puis en play-off, les Grizzlies et les Warriors en 6 matchs pour se hisser jusqu'en finale de conf. Et finalement, se faire sweeper par les Nuggets. Néanmoins, après un début de saison hyper compliqué et des gros ajustements à la deadline, peut-on considérer que la saison est réussie, Gabin? La saison est réussie. Alors, l'objectif pour eux était évidemment d'aller chercher un titre, mais quand on voit d'où ils viennent, avec la saison dernière où ils ont carrément réussi à louper le play-in face aux San Antonio Spurs de Dejounte Murray, faut rappeler que c'était quand même n'importe quoi. Cette saison, ils ont démarré en 2-10 et finalement, ils ont réussi à remonter. On a une toute nouvelle équipe à la trade deadline. Depuis la trade deadline, ils ont eu un record de saison régulière en 18-8 qui leur a permis de se qualifier au play-in, puis ensuite de battre tour à tour des équipes où ils n'étaient pas forcément annoncés comme favoris. Je pense notamment à la série contre les Warriors où tu vas chercher le champion en titre, c'est quand même impressionnant. Ensuite, ok, tu perds contre les Nuggets, mais déjà je pense que ça va pas être la seule équipe cette année à continuer à perdre contre les Nuggets. C'est pas honteux de perdre contre eux, surtout qu'on dit ok, il y a un sweep, on peut penser qu'ils se sont fait botter les fesses. Dans les faits, les matchs ont été accrochés. Ils ont été plus ou moins tous serrés. Donc c'est vraiment une bonne sortie en fait. Quand on voit d'où cette équipe vient, moi je considère ça comme une réussite. Si on avait demandé à la fin du 2-10 au début de la saison aux fans des Lakers s'ils souhaitaient avoir ce scénario-là, ils auraient tous dit oui sans hésiter. Très bien. Comme tu viens de le dire, ils étaient à 2-10 à la mi-novembre, après 12 matchs. Mais après la trade deadline, ils ont fait un joli 18-8, étant la deuxième meilleure équipe pendant cette période. Madiane, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces Lakers? Justement, ces Lakers ont vraiment deux visages. C'est pour ça que moi, quand j'ai un peu essayé de regarder l'équipe, bah, notamment sur la saison régulière, quand j'ai essayé de l'analyser, pour un peu prévoir ce qui pouvait se passer en playoff, j'ai été obligé d'écarter tout un segment de la saison qui était vraiment pas représentatif de ce qu'ils étaient. Et pour moi, c'était une grosse force dans la ligue, notamment au vu de l'enchaînement de fin de saison où bah, ils ont quand même, sur la période, le sixième net rating avec la quatrième défense et la quatorzième attaque. Donc tu avais fait le bilan de l'ensemble de la saison et
poste du coup sur cette période-là, 4e défense, 14e attaque. Donc c'est avant tout une équipe, plutôt tournée vers la défense, mais qui a réussi du coup à trouver l'équilibre fragile qu'il cherchait depuis le début de la saison. Et c'est ce qui a fait que ça a énormément cliqué. Pourquoi? Parce que dès lors que tu as deux joueurs qu'on peut très facilement mettre dans le DH20, deux joueurs DH20 dans un effectif plutôt cohérent et bien composé, forcément, ça en fait une équipe dangereuse. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont deux joueurs DH20 dans leur effectif. Il faut se rendre compte de à quel point c'est quelque chose de très positif d'avoir ces deux stars, parce que ça te permet d'assurer un plancher et un plafond plutôt élevé pour les playoffs. Et au final, le run est surprenant de base au vu du début de la saison, mais quand on réfléchit en matière de ce qu'ils ont, c'était plutôt le début de saison qui était anormal au vu de la qualité des joueurs qu'ils possèdent. Oui, après, les ajustements quand même à la deadline ont été très importants. Ça cliquait pas clairement avec Russell Westbrook, c'était une erreur de casting et tout le roster autour était mal construit. Ils ont réussi un peu par l'opération du Saint-Esprit avec un coup de main de Danny Ainge à récupérer du shoot et de la défense. Donc ils sont arrivés à la deadline. D'Angelo Russell, qui n'a pas été le plus important finalement du trade de Russell Westbrook, mais surtout Jared Vanderbilt, Malik Beasley. Ils sont construits il y avait eu aussi le trade pour Rui Hachimura avant, auquel je ne croyais pas du tout personnellement, je l'avais dit, et je me suis bien trompé, donc je voudrais dire mon mea culpa sur Hachimura, qui fait une très grosse campagne de playoff et qui va aller chercher de l'argent probablement cet été. Mais avec tout ça, il y a quand même cette petite question pendant ces playoffs. LeBron a été fort, mais pour la première fois, on a remarqué qu'il n'était plus surhumain. Sur beaucoup de matchs, on l'a vu pas du tout on-ball, avec beaucoup de possessions dans les mains de D'Angelo Russell lorsqu'il jouait, puis de Austin Reeves la plupart du temps, qui a été une véritable révélation. Qu'est-ce que vous en pensez de LeBron? Il est de plus en plus vieillissant. Et il y a de nombreux choix qui vont être faits pour les Lakers. Et il a laissé planer le doute sur une possible retraite. On en doute clairement. Néanmoins, la question de l'avenir de cette équipe avec LeBron en tête de pro, on se la pose. Madiane, qu'est-ce que t'en penses? LeBron, pour moi, n'est pas le premier que je cible sur le fait pourquoi ces Lakers n'ont pas réussi à aller au bout. Parce que il reste quand même, enfin c'est difficile de lui reprocher énormément de choses, parce que il faut se rappeler de l'âge qu'a LeBron. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même de rudement impressionnant d'avoir un joueur de cet âge. Il peut pas être dans le top 3 de la NBA, dans les 3 meilleurs joueurs de la NBA aujourd'hui. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible, il est humain. Donc oui, il a moins pesé par moment. On peut parler de ses 4e quart-temps aussi, où on a bien vu qu'avec la fatigue des matchs, ben en fait ses choix, ses décisions et sa capacité au tir étaient beaucoup plus impactés que ce que ça a pu l'être par le passé, parce que je rappelle que LeBron est statistiquement pas le plus mauvais dans le clutch, dans les derniers moments des matchs, contrairement à ce qu'on peut penser. Statistiquement, ça ne se vérifie pas. C'est plutôt un bon joueur dans ces périodes-là. Donc voilà, il est, on est à la limite, mais malheureusement, c'est plus sur lui qu'il faut compter aujourd'hui. Et on en parlera dans l'avenir de cette équipe, mais ça n'ira pas en s'améliorant. Donc oui, LeBron n'a pas su imposer son jeu pour s'affirmer comme le meilleur joueur de la série. C'est normal, il avait, je pense, le meilleur joueur actuel en NBA en face. Et ça, forcément, bah, la comparaison t'en souffre. Mais on compare le crépuscule d'une carrière extraordinaire contre quelqu'un dans son prime. Clairement, oui. On constate qu'il a rendu normal la normale finalement. On s'attend aujourd'hui à ce que Chris Paul soit encore au meilleur niveau parce que LeBron l'est et qu'ils ont à peu près le même âge. On s'attend à ce que Kevin Durant dure encore 3-4 ans, mais c'est LeBron qui est anormal, donc tu as parfaitement raison. Ce que tu as dit aussi sur les 4e cartons, ça a été criant notamment lors du match 4 face à Denver, où sa première mi-temps est fantastique.
et il prend les choses en main et il emmène ses Lakers pour un dernier run entre guillemets pour aller gagner au moins un match. Et puis il s'éteint au fur et à mesure du match et c'est bien normal dans sa 38e année, bientôt 39 si je ne me trompe pas. LeBron est un extraterrestre, mais justement les Lakers vont devoir l'entourer de la meilleure manière qui soit s'ils veulent aller plus loin. Qu'est-ce que tu en penses toi, Gabin, justement de LeBron? Bah, comme vous, ces choix m'ont extrêmement déçu. Bah, à la fin, on l'a vu, par exemple, forcer sur des 3 points au lieu de tenter des drives ou autre chose. Mais après, on sait que bah, finalement, il était blessé, en fait, pendant cette série. Et vu son âge, je suis aussi un peu déçu du manque de soutien offensif des Lakers sur cette série. Et donc, à côté de lui, il s'est dit, bon, je vais le faire tout seul, parce qu'il n'a pas eu vraiment d'apport à côté assez important. Ça peut se comprendre. Maintenant, sur sa déclaration juste après le match, bon, bah, t'as 38 ans, t'es si près du but et tu échoues comme ça sur un sweep. Je peux largement comprendre que ça te démoralise. Mais ouais, sa retraite, j'y crois absolument pas. Tant qu'on sait qu'en plus que son fils devrait arriver en NBA pour l'année 2024-2025, qu'il souhaite jouer avec lui. Je vois vraiment aucun scénario où LeBron James prendrait sa retraite tout de suite. Surtout sur le très court terme, ok, il perd une série en 4-0, mais sur la deuxième moitié de saison et ses playoffs, ces Lakers, ils sont très encourageants. Donc il y a du positif quand même. Oui, Madiane? Oui, moi, c'est là où je voudrais rebondir là-dessus. C'est ce qui a provoqué en fait l'échec de ces Lakers. C'est pas vraiment le niveau exactement de LeBron James parce que en fait, on le sait que LeBron James ne peut plus porter une attaque tout seul. LeBron James ne peut pas être le seul organisateur offensif. Et sur la fin de la saison régulière, ils avaient trouvé une line-up qui optimisait grandement le potentiel offensif de ces Lakers, qui était de l'associer avec D'Angelo Russell, Austin Reeves, et du coup Anthony Davis et Jared Vanderbilt. Ça, c'est la line-up qui a eu le plus de succès offensivement sur les Lakers de fin de saison. Sur le début des playoffs, on arrivait encore à l'aligner. On arrivait encore à jouer avec un peu moins de succès, mais ça passait. Le problème, c'est que cette line-up était injouable en fait face à ces Nuggets, et pour preuve, elle affiche en saison régulière 20,6 de net rating positif. En playoff, elle affiche un sombre 0,4. Mais quand on regarde ce 0,4, en fait, contre les Nuggets, elle est à moins 22,2. C'est-à-dire que sur les 2 premiers tours, on arrivait encore à jouer avec Russell, mais en fait, les Nuggets ont puni ce choix, notamment avec Jamal Murray qui fait sa série et qui posait d'énormes problèmes à ces Lakers, notamment parce que c'est pas une équipe qui est taillée pour justement bien défendre sur des combos gardes. Vraiment, Jamal Murray, enfin, sa kryptonite, ils ont toujours eu du mal à bien ressortir sur des meneurs comme ça, à ne pas offrir de tir sur toutes les perspectives défensives face à eux. Et forcément, là, ils se sont fait punir dessus. Donc, une line-up qui permettait de soulager LeBron James en attaque n'existait plus. Et c'est ce qui a un peu condamné la série à un 4-0 rapide. Oui, en plus, tu parles de Russell, clairement, ça se voyait comme le nez au milieu du visage. On voyait que non seulement il était négatif du côté défensif, ce qu'on pouvait attendre, mais il n'apportait pas ce qu'on attendait de lui en attaque en plus. Donc on se retrouvait avec un poids mort terrible, sauf que tu le remplaces par Dennis Schroeder. Le truc, c'est que D'Angelo Russell t'apporte quelque chose de capital avec cette construction, c'est du spacing, ce que ne t'apporte pas Dennis Schroeder. Dennis Schroeder t'apporte de la défense, de la bonne défense, et ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes de l'autre, et inversement. J'ai envie de paraphraser un peu Constant qui disait récemment que aujourd'hui tu ne peux plus jouer avec des joueurs qui ne sont pas toués, à minima un peu toués en fait. C'est pas possible. Tu es dans une situation où tu ne peux pas. Et pour te compléter là-dessus, la deuxième line-up la plus catastrophique est exactement la même
sur cette série face aux Nuggets, sauf qu'on met Dennis Schroeder et on passe de moins 22,2 de net rating à moins 20,5. Donc en fait, c'est résumé ici. C'est que le problème, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à trouver un équilibre à la fois offensif et défensif en ne changeant que du coup leur guard. Et la seule façon qu'ils ont eu de s'en sortir, c'est finalement en incluant Rui Hachimura à la place de Vanderbilt et en mettant Schroeder, parce que du coup, Hachimura avait réussi à apporter offensivement, ce qui a permis de compenser le fait qu'on mettait Schroeder pour moins subir en défense parce que Russell était ciblé. On a mis Hachimura, on a sorti Vanderbilt, et là on a réussi à trouver un line-up qui a fonctionné. Mais on voit bien qu'on est en train de bricoler. Il y a besoin de playmaking dans cette équipe pour soutenir LeBron James qui se fatigue trop, parce que le défaut, il est là, c'est que la qualité du playmaking de Dennis Schroeder n'est pas suffisante. Russell arrive à la porter, mais défensivement va se faire cibler dès lors qu'il y aura un guard un peu combo tel que Jamal Murray pour venir te sanctionner. Oui, d'où l'importance en plus qu'a pris au cours des playoffs et de cette série notamment Austin Reeves, qui s'est retrouvé en premier initiateur de l'équipe, qui fait des super playoffs, hein, clairement Austin Reeves. À un degré moindre, Hachimura aussi a été très intéressant, et même en défense, ce qui a été surprenant, je me rappelle du match 1 où c'était un peu la solution de Darvin Ham de mettre Hachimura sur Jokic pour garder Anthony Davis en second couteau, en seconde lame, pardon. Et c'était assez efficace, même s'il y a eu la défaite. Austin Reeves, lui, il sort d'une fin de saison déjà canon, parce que dans les 11 derniers matchs, il a 19,8 points, 6 passes en 58, 46, 90. Lorsqu'il était sur le terrain avec LeBron pendant la saison régulière, les Lakers avaient un net rating de 14,3. Et pendant ses playoffs, il a marqué 16,9 points et tiré à 44% à 3 points en playoffs. Je pense qu'Austin Reeves est clairement la priorité des Lakers pour une re-signature, mais ça pose beaucoup de questions, parce que là, j'aimerais vous demander, et je vais commencer par toi, Gabin, cette fois-ci, quelle direction, selon vous, doivent prendre les Lakers? On entend beaucoup de choses. Il y a une sorte d'arlésienne Kyrie Irving qui est très peu probable, clairement, en vérité, parce que aller regarder un petit peu les finances et comment ça pourrait marcher, ça ne marchera pas. Moi, je pense en tout cas. Comment les Lakers doivent s'y prendre pour se hisser à nouveau en finale et offrir une dernière bague à LeBron? Bah, il y a deux solutions. Tu as le choix de la continuité, celui que je prendrais est la meilleure solution objectivement, et le choix que je vais développer pour expliquer pourquoi il ne faut absolument pas faire ça, prendre une troisième star dans ton effectif et libérer tout le monde pour la signer. On entend, enfin Shams avait dit par exemple que les grosses cibles de la free agency côté Lakers, c'était Fred VanVleet et surtout Kyrie Irving. Pourquoi c'est pas incroyable? Déjà, en parlant du fit terrain, ok, pourquoi pas. Par contre, pour avoir Kyrie Irving, tu vas devoir libérer un maximum de masse salariale. Et donc, tu vas devoir libérer le contrat de Vanderbilt, le contrat de Mo Bamba qui n'est pas garanti. Tu ne prends pas la team option de Malik Beasley. Tu laisses partir à la free agency D'Angelo Russell, Lonnie Walker et Rui Hachimura. Tu pourrais toujours garder Austin Reeves qui est dans ton cap hold, qui fait partie des contrats que tu pourrais signer. Tu te retrouverais avec un effectif composé de Kyrie Irving, LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves, Mac Christie, ton choix de draft 17 et ton choix de draft 47 et plein de vétérans au minimum. Et même ainsi, hein, du coup, tu as un cap qui est à peu près à 134 millions. Tu en as 93 sur LeBron James et Anthony Davis. La signature est difficile, hein. Même, je ne suis même pas sûr que, même si on virait tout l'effectif, parce qu'il y a des cap hold, il y a quand même des choses, les contrats de Vanderbilt sont partiellement garantis, celui de Bamba aussi. Non, c'est vraiment compliqué. C'est une signature que je vois pas se faire. Il y avait plusieurs rumeurs justement là-dessus. Il y avait la première qui était de se dire qu'au début, c'était Sean Deveney qui disait qu'il pensait que les Lakers allaient prendre l'option de Malik Beasley pour avoir en fait un gros contrat
utilisable dans le cadre d'un trade, ce qui pourrait être une option. Mais du coup, on a côté The Athletic qui nous dit que a priori les deux joueurs vont pas revenir. À la fois Mobama et Malik Beasley ne sont pas prévus pour le retour. Et finalement, on a la volonté de voir ce qu'on peut faire avec Rui Hachimura, de se dire qu'on va essayer de garder Austin Reeves notamment, que LeBron James, Anthony Davis c'est garanti, mais que finalement c'est vraiment trop compliqué de réussir à monter quoi que ce soit de viable ainsi, et mine de rien, les contrats même de Schroeder étaient extrêmement bon marché pour la valeur terrain que ça apportait. Ils vont pas s'en sortir à si bon compte deux fois. Le seul finalement contrat pas très rentable qu'ils avaient, voire deux, il y avait D'Angelo Russell où effectivement pour le prix qui était payé n'a pas apporté suffisamment sur cette finale de conférence, et Malik Beasley où sur les playoffs on peut clairement dire c'est un échec. Ça, il n'y a pas de, moi à mes yeux, il y a aucun moment où il a été suffisamment impactant sur une playoff, et pour un salaire de 16 millions annuels, c'est clairement pas suffisant. Donc ouais, trouver un joueur two-way au poste de guard qui est quand même plutôt cherché en rentrant dans les contraintes des Lakers, moi je vois pas comment ils vont réussir à le faire. À mes yeux, c'est quasiment peine perdue. Avant de te redonner la parole, Gabin, pour la suite de ta démonstration, j'aimerais ajouter qu'il y a aussi la contrainte de la luxury tax et surtout de la repeater tax pour les Lakers, puisqu'ils seront pour la 4e fois en 5 saisons dans la luxury. Ah ouais, Donc, là, avec le nouveau ça va. CBA qui va être très sanctionnant en fait envers les équipes qui sont au-dessus. Les Lakers vont devoir y réfléchir à 2 fois pour ce genre de situation. Gabin, donc, tu avais peut-être une deuxième option, justement? Bah ouais, du coup, comme j'ai dit, mais ça serait tellement Lakers en plus d'aller chercher une troisième superstar, mais tu ferais la même erreur qu'avec Westbrook, parce que derrière, faut jouer 82 matchs. On sait que LeBron James et Davis, c'est pas les meilleurs pour faire des saisons entières. Kyrie Irving non plus. Voilà, exactement. Irving, faut remonter à 2019 à Boston pour trouver sa saison où il a joué plus de 60 matchs, sa dernière saison. Voilà. Maintenant, l'année dernière, c'était pas des problèmes de blessure, mais en fait, avec Irving, t'es obligé de considérer qu'il peut te sortir une dinguerie à tout moment. Comme l'année dernière, typiquement, son histoire d'antisémitisme et qui lui a fait louper des matchs, c'est à sa place du management, je m'en mordrais les doigts en fait de l'avoir dans mon équipe, il me rendrait fou. Donc, et en plus de ça, faudrait que, avec tout ce que j'ai dit, en libérant tout le monde, tu pourrais avoir une 30,5 millions de disponibles, voire un peu plus si tu trades Christie. 30,5 millions, sachant que le début du contrat max pour Irving, enfin, le contrat max que pourrait signer Irving est de 47 millions. Donc, il faudrait demander à Irving, en plus de ça, de s'asseoir sur 17 millions, ou alors de considérer un sign and trade avec les Mavericks qui n'auraient rien à gagner. Je sais pas, je vois mal les Dallas Mavericks accepter D'Lo et un pick 17 pour Kyrie Irving. Ce sera un aveu d'échec terrible. Et sinon, sauf s'il veut pas rester. Ça te permet Ouais. de retomber sur tes pattes. C'est le seul truc qui pourrait C'est marcher. mais à mon avis, il va rester à Dallas. Et sinon, l'autre option, c'était Fred VanVleet, qui a une player option à 22 millions. Si il ne la prend pas et que tu veux le récupérer, ça veut dire qu'il va falloir le signer à plus que 22 millions la saison. Donc tu vas te retrouver avec le même problème, avec ton effectif avec 4 joueurs, tes 2 choix de draft avec le 17e choix de draft et le 47e, et des vétérans. Et ça, on a vu l'année 2021, ça n'a pas marché. Donc ce qui a marché, en fait, c'est d'avoir LeBron James, Anthony Davis et de la profondeur. Et c'est pour ça que ce qu'il faudrait faire, c'est aller dans la continuité, en fait. Là, la grosse priorité, c'est de re-signer tes 2 restricted free agents, qui ont montré énormément de choses en playoff, donc on en a parlé, Austin Reeves et Rui Hachimura. Tu t'alignes sur les offres que les concurrents vont faire. À mon avis, tu peux les avoir pour...
Austin Reeves, 20 millions, ça serait le gros max. Je sais pas ce que On vous en parle, pensez. on parle de 100 millions sur 4. Hein. Ça C'est ça, hein. sort beaucoup. Ça fait 25 millions plutôt l'année. 25, ça me semble énorme quand même, hein, pour Austin Reeves. Il sort de gros playoffs. C'est Los Ouais, Angeles. je sais. Et du coup, déjà, tu re-signes tes 2 joueurs. Ça, c'est l'énorme priorité côté Lakers. Ensuite, tu peux quand même négocier un contrat avec D'Lo, par exemple, considérer contrat à 15-16 millions. Ça me semble pas exagéré pour le joueur que c'est. Tu peux négocier également avec Lonnie Walker. Tu gardes Jared Vanderbilt qui va te coûter seulement 4,7 millions. Ça me semble obligatoire. Et après, tu réfléchis à parler de Malik Beasley qui a une team option, Mo Bamba qui a un contrat non garanti pour faire... Et de toute façon, à mon avis, t'es obligé de les libérer parce qu'il va falloir faire de la place au nouveau contrat de Austin Reeves et Rui Hachimura. Et avec tout ça, tu auras encore tes choix de draft et la non-tax exception à 12 millions qui pourrait te permettre de signer par exemple Schroeder ou alors je pensais plus à un pivot, un big man derrière Davis pour avoir un peu de viande et pas faire jouer Tristan Thompson en playoff. Après tout ça, je suis pas sûr qu'il soit pas dans la taxe quand même, Gabin. Non, Hein. Ouais, je mais pense qu'ils vont y être. Ouais. non, mais ils y sont largement, hein. Le cap, il est à 134, hein. Ouais. C'est comme dit, c'est vraiment compliqué pour les Lakers. Et oui, euh, Malik Beasley, il avait été envisagé de le garder comme un asset d'échange, mais la luxury tax, elle va être à Ouais. 169 millions. Déjà là, sur la copie actuelle, il y a 127. T'es obligé de te séparer de Malik Beasley parce que sinon, voilà, ça te soulage un peu. Mo Bamba, à mon avis, à quasi 10, ça me paraît quand même compliqué de lui garantir son contrat et du coup, je pense que pareil, Trop cher. Ça C'est des pourra pas. contrats c'est un contrat qui bougera à la draft, ça, je pense, Mobamba. Ou alors un trade avec Bamba Ouais. Beasley. Mais moi, C'est ça. j'imagine un trade un peu au niveau de la draft. Ouais, mais enfin, qui prend dans son roster Malik Beasley avec les playoffs qui viennent de nous sortir, pas vraiment d'apport important dans cet effectif des Lakers où pourtant il y avait toute la place. Peut-être Euh, quelqu'un qui veut le pick des Lakers. et Je du suis coup, pas sûr qu'ils veulent le drafter. ouais, mais tu rebalances un pick alors qu'après 2023-2024, t'as à la fois LeBron James et Anthony Davis en player option. Mais C'est, c'est compliqué. non, mais c'est aussi ça, c'est que euh, c'est ce qu'on parlait sur les fenêtres de titres, etc. Pour moi, les Lakers, ils ont pas assez de jetons pour réussir à se réouvrir une fenêtre de titre, parce qu'en fait, on voit ce qui leur manque, mais ils l'ont pas. Mm. Que ni LeBron James ni Anthony Davis se hissent au niveau stratosphérique qu'affichent les gros à l'ouest. Je suis désolé. Il y a eu le post-mortem des Suns. Il y a eu il y aura toujours ces sales Nuggets bien en forme. On peut s'imaginer quand même que les Grizzlies vont peut-être un jour se mettre la tête à l'endroit, quoique ça c'est pas garanti du tout. Mais voilà, enfin, est-ce que tu es contender en faisant les moves avec le peu d'assets que tu as? Ça me paraît trop difficile. Mm. Tu peux être une équipe sérieuse, mais tu peux pas être un favori pour le titre. Et est-ce que hypothéquer ton avenir pour une chance si faible de titre, c'est pertinent, sachant que vraiment les deux pièces principales de ton effectif peuvent se barrer toutes seules dans 2 ans. Ouais, mais est-ce Ça, que... Enfin, t'en as parlé rapidement, c'est peut-être la dernière année du projet LeBron James, Anthony Davis aux Lakers, parce que les deux pourraient partir. Et est-ce que tu acceptes le fait que LeBron James et Davis ne jouent pas un titre? Ça me paraît dur. Hein. Enfin, tu dois faire le maximum pour aller le chercher si t'as ces 2 joueurs-là. mais est-ce que Ils l'ont plus joué depuis la bulle. Je le non dis mais quand même. non mais est-ce que en mettant tout en place, est-ce que cet effectif peut y arriver? Non, non, je suis désolé. Si tu repars avec D'Angelo Russell comme étant ton meilleur playmaker à la main, Mais c'est tu vas. justement, je vais rebondir, c'est justement une question que je voulais vous poser. Parce que D'Angelo Russell, il sort de mauvais playoffs. Tout ce qu'il a fait aux Wolves n'a pas été extraordinaire durant son contrat. Bon, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Un contrat qu'on estime surpayé. Aujourd'hui,
si tu ne fais pas un montage particulier, quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais, D'Angelo Russell? Est-ce que tu le re-signes, mais surtout, à combien tu le re-signes? Moi, je le laisse partir pour refaire de la place. Hein. Mais t'as pas besoin de place, t'as plus besoin de garder des assets, je Bah, pense. pour Ouais, matcher les autres. non mais tu peux pas le laisser partir parce que tu vas pas récupérer mieux. Ouais. C'est toujours ça le souci. C'est malheureusement Dangerous, enfin heureusement Dangerous Russell, tu peux le re-signer. Ouais. C'est chiant mais tu peux parce que en le re-signant, comme tu l'as récupéré non pas via signature de free agency mais via trade, tu es en capacité de le re-signer. Mais est-ce qu'il y a mieux sur le marché de la free agency? Non, non, tu auras pas mieux que ça. Donc oui, il vaut mieux conserver. On est d'accord. On est d'accord. Du coup, maintenant, on va s'attaquer un peu aux autres problématiques, dans le sens où est-ce que justement, tu n'essaies pas de baisser un peu la note en ne re-signant pas certains des joueurs qui ont pu être intéressants? Je pense notamment à Rui Hachimura. Est-ce que tu lui proposes plus qu'une mid-level justement à Rui Hachimura? C'est la question. Il l'aura peut-être ailleurs, peut-être, je dis bien, vu la recherche d'ailier un peu partout dans la ligue. Donc, est-ce que tu fais pas un peu d'économie entre guillemets pour justement ne pas tomber dans la luxurie et aller chercher justement des mid-level, ce genre de choses. Tu dois le garder. Hein. Même comme a dit Madiane, en fait, même si tu re-signes tout le monde, t'es pas sûr de pouvoir aller au bout, même si tu fais le maximum. Mais du coup, Rui Hachimura, c'est un joueur qui se développe et qui a seulement 24 ans. C'est-à-dire que dans l'éventualité où l'année prochaine, bah, le Davis et LeBron partent, ça te fait un jeune intéressant quand même à avoir dans ton effectif, Hachimura. Donc moi, je le garderai quand même. Et en plus, on l'a vu, il peut apporter en playoff. Donc au Moi, prix... ouais, pardon, vas-y, Non, excuse-moi. mais faudra surtout qualifier son offre et voir ce que les autres équipes NBA sont prêtes à lui proposer. En fait, je veux bien le garder, ça dépend du tarif. Au-dessus d'un certain montant, je pense à, franchement, allez, 17 millions, ça va commencer à être compliqué de le garder à ce prix-là. En fait, ça peut être jouable, et c'est le scénario du coup qui était poussé par Jovan Buha de The Athletic, c'était de bien dire, ben on ne prend ni Bamba, on ne garde ni Bamba ni Bisley parce que du coup à eux deux c'est 26,5 et ça te permet de se dire que peut-être tu réussis à re-signer Russell, Schroeder, Lonnie Walker et que tu gardes Rui Hachimura et Austin Reeves. Mais ça va être cher, hein, parce que rien qu'avec 8 joueurs, ils sont déjà à plus de 150 millions de cap Mm. dans ce qu'on projette comme scénario. Donc c'est clair que la situation fait que la seule façon de réussir à conserver tout le monde, c'est de retirer ceux qui ont le moins apporté. Et du coup, c'est de retirer Beasley, Bamba de l'effectif, repartir avec le reste, voir si tu peux proposer une mid-level intéressante ailleurs. Et je pense qu'un joueur à la mid-level ailleurs, si on accepte d'allègrement dépasser le cap, parce que de toute façon c'est obligé, et de payer du coup la luxury tax. Ça apportera sans doute plus si c'est fait de manière maligne qu'un Mike Beasley ou un Mo Bamba, parce que enfin leur impact a pas été fou et Mm. qu'il y a peut-être moyen de trouver mieux. Mais c'est clair que là on est en train de se parler d'une copie des Lakers où bon, c'est pas folichon tout ça et honnêtement, on peut clairement se dire que ça ne jouera sauf miracle pas le titre l'an prochain. Surtout, j'ai envie de dire que dans cette saison qui est à semi accomplie à la fin, certaines étoiles se sont alignées. On a eu un Anthony Davis à peu près en santé toute la saison, qui a été d'ailleurs très bon quand même une grande majeure partie de cette saison. Et même si ça a été difficile face à Jokic, on a retrouvé un Anthony Davis très fort dans les 2 premiers tours de playoff que les Lakers ont gagnés. La question, même si là on ne suit plus vraiment
la trame un petit peu, parce que on peut revenir un peu dessus. Justement, Anthony Davis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Lakers doivent forcément continuer à miser sur AD si, par exemple, la saison prochaine, ça commence à nouveau à être compliqué en termes de blessures et en termes de matchs joués? Ouais, ça dépend de beaucoup de choses, mais pas. Je me dis dans l'éventualité où LeBron déclinerait sa player option en 2024, enfin la free agency 2024-2025, et donc si c'est un peu la fin de cette ère LeBron James Davis, tu te sépares aussi de Davis en fait, et tu t'essayes mais tu peux même pas le trader parce il a une option, mais t'essayes de repartir avec les jeunes, avec Austin Reeves, Hachimura que t'auras signé et de reconstruire en fait, même si tu vas galérer, parce que T'as plus de pic. ouais, il y a plus rien en fait. Mais sans LeBron, AD tout seul, bah il fait plus sens et il y a beaucoup d'équipes qui voudront l'avoir dans leur effectif. Par contre, si les deux rejouent en bonne santé, sont excellents et que LeBron est prêt à reprendre sa player option, tu reprends les deux. Enfin après c'est Davis qui choisit parce qu'il a son option, mais tu continues avec les deux. Donc en fait leur destin est un peu lié selon moi. Soit les deux partent à la prochaine free agency, soit tu gardes les deux, mais pas l'un sans l'autre. Madiane, est-ce qu'on peut vraiment reconstruire à Los Angeles? Ah, là, ça va être très compliqué, hein, parce que si les deux partent à la sortie de la saison 2023-2024, et en vrai, ce serait logique, hein, LeBron James arrivera sur ses 40 ans. Enfin, faut se rendre compte du n'importe quoi de la situation. Genre 40 ans, c'est quelque chose de fou. Euh, non, c'est là pour moi, et l'ère LeBron James, Anthony Davis n'apportera pas de bague supplémentaire. Et c'est pour ça que moi je rechigne à envoyer plus de jetons dans la balance. Et c'est finalement aussi ce que va faire le front office, parce que toutes les rumeurs indiquent que le front office va pique avec son numéro 17. Hmm. Un numéro 17 à la draft, c'est pas si bas que ça. Et c'est plutôt un pic intéressant. Et pourtant ils vont le prendre. Donc ça veut bien dire aussi, si tu viens drafter en 17, que toi non plus tu ne crois pas au fait que tu puisses jouer le titre l'an prochain. Et oui, ça aurait été la dernière fenêtre, mais on voit bien en regardant la situation de l'équipe que c'est absolument impossible de réussir quoi que ce soit. Donc oui, il faut matcher les offres. A priori, ils imaginent avoir des offres à 100 millions sur Austin Reeves, et ils sont prêts à matcher. C'est aussi ce qui prépare à ton futur, hein. Voir ce que ça peut donner en le responsabilisant un peu plus après le départ des deux monstres de ton effectif. Mais oui, ça va être long et difficile parce qu'ils sont déplumés en termes de flexibilité, de pic. Ça va être je pense, une longue traversée du désert. Après, on pensait aussi que les Cavs traverseraient une longue traversée du désert, et finalement, après le départ de LeBron, et finalement, enfin, ils sont revenus plutôt vite en haut en ayant fait des moves malins. Donc sur les reconstructions, on peut jamais présumer, parce que si tu trouves très vite un ou deux joueurs qui sont dans le haut du panier de leur draft, que en récupérant des contrats un peu pourris, tu récupères des pics qui te permettent de trouver d'autres talents, tu peux très vite remonter vers le haut. Mais oui, enfin, c'est pas la position idéale pour reconstruire, mais ils seront forcés après le départ des deux zozos. T'as pas le choix, hein. Tu vas pas faire un retooling pour aller chercher quelque chose autour d'Austin Reeves. T'es obligé de reconstruire entièrement. Tu peux pas espérer quelque chose de uniquement un duo Hachimura Reeves. Ça va pas t'emmener loin. La question que je posais, elle était plus dans le sens, à Los Angeles, on ne vit que pour les étoiles. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de reconstruire finalement à Los Angeles? C'est ça la question. Non, je suis même pas sûr. Ah En vrai, ça, ben, en fait, ils avaient essayé, hein, Ouais. post Kobe, ils essayent. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait finalement des jeunes talents qu'ils avaient draftés? Ils les ont Anthony balancés. Davis. Et voilà, ils ont tout balancé sur Anthony Davis. Et je pense que c'est ce qui arrivera. Je vois mal les Lakers partir sur un process lent
tranquille, où ils font les choses petit à petit, etc. Non, ce que ce sera, c'est on essaie de choper des gros poissons à la free agency, on essaye d'attirer des stars, c'est toujours comme ça. Finalement les Clippers. C'est on essaye d'avoir un projet cohérent et on sait que comme on est Los Angeles, on peut attirer d'un seul coup, bam, Kawhi, bam, Paul George, et puis c'est parti. Mais justement, le fait que ça soit LA, c'est ça qui me fait peur dès cet été. Parce qu'il y a vraiment qu'une franchise basée à Los Angeles qui serait capable, au lieu de continuer, de faire dans la continuité, d'aller chercher, par exemple, de tout lâcher pour aller chercher Fred VanVleet, comme je l'avais dit. Kyrie Irving, ça me semble vraiment improbable. Mais si tu lâches tout, tu pourrais signer VanVleet et aller chercher ta troisième star. Ouais. C'est qu'ils J'y sont crois capables, moyennement. c'est ça qui me fait peur. Non, les seuls scénarios où ça passerait à mon avis, alors j'ai plus tous les caps etc sous les yeux, mais de ce que j'avais bien vu, la seule solution pour réussir des grosses signatures, c'est des sign and trade, notamment avec la re-signature de D'Angelo Russell. Mais va convaincre une équipe de faire ça, ok, elle va perdre son joueur, mais et au fait, Cadon, t'as filé D'Angelo Russell re-signé sur 30 millions par an pendant 4 ans. Tiens, t'as perdu ton meilleur joueur et on te file ça. Non, évidemment que non. Donc c'est aussi des scénarios qui sont. Enfin, on peut arriver et prendre la ESPN Trade Machine et dire ouais, D'Angelo Russell plus Jared Vanderbilt re-signé contre Kyrie Irving. Mais en vrai, je préfère perdre Kyrie Irving contre rien que de récupérer un contrat énorme sur D'Angelo Russell pendant 4 ans. Il faut aussi être réaliste, faut être d'accord pour faire son sign and trade. Donc, je pense que même ça, ils arriveront pas à le faire, non pas parce qu'ils en ont pas envie, mais parce qu'ils sont incapables de le faire. Ils sont incapables de trouver de tels accords. Eh bien, on a fait un constat bien pessimiste sur ces Lakers qui sortent quand même d'une finale de conférence. C'est dire que des fois, les résultats ne disent pas tout. C'est leur plafond en fait. Ouais. Ils auraient pas pu faire mieux cette année. Pour moi, c'est la troisième force à l'Ouest cette année. Ah oui, cette année. Cette année, ils auraient pas pu taper les Suns et ils tapaient pas les Nuggets. Et encore, il y a des circonstances, enfin, c'est des circonstances positives quand même. Hein. Oui. Le Memphis qu'ils battent au premier tour n'a rien à voir avec le vrai Avec Memphis actuel. Ah oui, tout à fait. Non, non, c'est exactement ça. Donc bon, ils ont, avec cette finale de conf, optimisé ce qu'ils auraient pu faire. Ils pouvaient pas aller plus loin que ça. Et donc oui, la saison paraît positive, mais tu pars de tu n'es pas un vrai finaliste de conférence, tu pars de plus loin que ça pour reconstruire un effectif. Parce que souvent, quand tu es en finale de conférence, tu te dis, bon, qu'est-ce qui me manque pour passer l'étape des finales de conférence et aller au titre? Mais là, c'est pas la question. C'est comment déjà tu fais pour retourner en finale de conférence. Et retourner en finale de conférence avec cet effectif, enfin, ça va être difficile, ça va être très difficile. LeBron James ne va pas en rajeunissant. T'as Très quand même bien. des jeunes. Enfin, je me dis, l'équipe va pas aller mieux en vieillissant parce que ton meilleur joueur vieillit. Mais par exemple, l'énorme problématique de cette équipe, c'est le 3 points. Je me dis quand même, t'as Austin Reeves, 24 ans, Vanderbilt, 23 ans, Lonnie Walker, 24 ans. Ils peuvent en fait se développer l'année prochaine et résoudre un petit peu de problématiques. Après, il y a le playmaking, je vois pas de solution. Ouais. Et le secteur intérieur derrière Davis, tu peux résoudre avec une exception à 12 millions pour Nasri, Dwight Powell, Tillman par exemple. Donc l'équipe ne sera pas mauvaise la saison prochaine à mon avis. Il y a peu Non, mais les finales de conf ça me semble haut. non, le problème est pas là. C'est tu es incapable de trouver un guard playmaker dont Hmm. l'apport offensif est supérieur à D'Angelo Russell. Tu pourrais avoir si t'as un Kyrie Irving, t'as un impact offensif tellement supérieur avec Kyrie Irving que du coup, ben, ça justifie les carences défensives que ça va te causer. Mais D'Angelo Russell apporte du playmaking de qualité modérée, mais ça ne justifie pas la douleur défensive que ça va t'imposer. Donc, de toute façon, t'auras pas mieux que ça. Et dès lors que t'as pas mieux que ta principale faille, eh ben, tu te feras rouler dessus par un Devin Booker. Parce que imaginez Devin Booker Hmm. dans ce scénario-là. Déjà, Jamal Murray, ça a été difficile, mais Devin Booker, t'as pas une seule chance dans ta série. C'est impossible. C'est pour ça quand tu vois l'échec aussi de la défense de D'Angelo Russell et qu'après tu entends des rumeurs de Trae Young aux Lakers,
Enfin, Ouais, j'espère mais qu'elles ne sont pas fondées. mine de rien, on sait tout ce qu'on pense à peu près de Trae Young ici. Mine de rien, c'est pas le même niveau en attaque quand même, Trae Young et D'Angelo Russell non plus. Hein. Ça est de la même chose. Il va se faire cibler en Non. défense et il va Oui, mais courir c'est avec pas. seul ta défense, quoi. Enfin, c'est... Non, mais il Oui, va mais se- comme Madiane le disait à l'instant pour Kyrie, je veux bien que on soit plutôt bas sur Trae Young en fonction des avis. Néanmoins, on est sur un playmaker élite de chez élite. Plus de questions sur son shoot. Trae Young et D'Angelo Russell, ce sont pas les deux mêmes joueurs. Maintenant, je n'y crois pas du tout. Hein. C'est juste pour rebondir un peu Non, à cette idée. l'apport offensif il faut quand même respecter Trae Young. Bien sûr. D'Angelo Russell, c'est du moyen plus en attaque et du horrible en défense. Pour moi, c'est beaucoup plus haut Trae Young en attaque que ça. Mais bon, bah, si t'es le premier en attaque et le dernier en défense, ça passe. Mais quand t'es dans la moyenne supérieure en attaque et horrible en défense, c'est trop limité. C'est pour ça que Van Vliet, pour moi, faisait beaucoup de sens, mais le problème, c'est que t'es obligé de beaucoup trop sacrifier d'assets pour aller le chercher, et après, ton équipe est totalement vide. C'est pas un playmaker, Van Vliet. Non, mais sans parler de playmaking, c'est un mec qui va t'apporter du 3 points, qui peut space, qui a un pull-up quand même, qui défend bien. Sur le poste 1 des Lakers, je le trouvais intéressant. En fait. Maintenant, ça va te coûter trop cher d'aller le chercher. C'est compliqué. Été, quoi. C'est pour ça, à mon avis, tu prends les mêmes, tu recommences et t'espères que tes jeunes vont s'améliorer. Les amis, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter sur ces Lakers? Bonne chance. Bonne chance. Ah, ça va être la douche froide, je crois, hein, l'année prochaine. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Il est temps pour nous de conclure. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Podcast Addict, etc. Quant à nous, Madiane, Gabin, on se retrouve très bientôt pour parler de finale NBA, j'espère, avec ces magnifiques Nuggets et ne pas enterrer ce Miami Heat. Ah, moi j'adore. Tout à fait. Très bien, ciao. Ciao. Salut.